Un ancien employé de la Maison-Blanche a déclaré que Poutine est nettement plus riche que lui. Cet ancien employé, c'est Elon Musk, qui dit parfois quelque chose de sensé, car rester sensé en dirigeant XCOM est aussi un défi. Mais quelle est l'étendue exacte de la richesse de Poutine ? Son désir de posséder des terres est bien connu. Lors d'une cérémonie de remise de prix de géographie en 2016, un garçon de 9 ans a dit que la frontière russe se terminait au détroit de Bering. Poutine a corrigé le garçon et a dit que les frontières de la Russie sont pratiquement sans limite. Il a également promis de protéger les Russes ethniques, peu importe où ils se trouvent. Oui, enseigner l'impérialisme dès le plus jeune âge, c'est tout ce que représente Poutine. Comment la Russie finance-t-elle ses ambitions expansionnistes ? Entrons dans le vif du sujet. Pour répondre à cette question, nous devons examiner le Fonds national de richesse de la Russie, ou la tirelire de Poutine, qui ressemble à un important fonds souverain norvégien, mais destiné aux guerres et à la déstabilisation géopolitique. Le fonds a été créé en 2008 à la suite de la scission du fonds de stabilisation en deux fonds distincts, le Fonds national de richesse et le Fonds de réserve. En 2017, le fonds de réserve a été annulé et seul le fonds de richesse est resté. Le Fonds national de bien-être a deux objectifs principaux: aider à combler les déficits du budget fédéral et du fonds de pension de Russie et soutenir l'épargne retraite volontaire des citoyens. Le fonds est approvisionné par les revenus de sa gestion et les recettes supplémentaires des ventes de pétrole et de gaz, selon les directives du gouvernement russe. Les revenus pétroliers et gaziers du budget fédéral proviennent des taxes sur l'extraction du pétrole, du gaz naturel et du condensat de gaz, des droits d'exportation sur le pétrole brut, des droits d'exportation sur le gaz naturel et de la production issue du pétrole. Les revenus supplémentaires proviennent de la vente de pétrole à des prix supérieurs à ceux prévus dans le budget. Cet argent supplémentaire aide à accroître le Fonds national de bien-être. La différence de prix se produit lorsque le prix réel du pétrole est supérieur à celui qui avait été prévu dans le budget pour l'année à venir. Poutine a lancé un fonds de richesse pour enrichir les Russes et financer les ambitions géopolitiques. Jusqu'à présent. Il en réussit un, et spoiler, ce n'est pas celui d'enrichir les Russes, mais le Fonds national de richesse et la Russie sont-ils en crise ? La guerre coûte cher et pour la Russie, elle est particulièrement onéreuse à cause de la corruption. La guerre continue de Poutine en Ukraine nuit à la richesse de la Russie. Elle épuise progressivement le fonds souverain de la Russie et provoque une inflation croissante, comme l'a rapporté Bloomberg en janvier 2025, la partie liquide du fonds souverain de la Russie. Et la trésorerie ainsi que les investissements facilement accessibles ont chuté de 24 en 2024, soit un quart en un an. Au 1er janvier 2025, il était tombé à 3,8 000 milliards de roubles, soit environ 47,1 milliards de dollars. Bloomberg a également souligné que ce fonds, qui provient normalement des revenus énergétiques, avait diminué de 57 depuis avant l'invasion. Pour le dire simplement, plus de la moitié a été dépensée. Quand vous avez une énorme quantité d'économies mais que la moitié a déjà disparu en dépenses excessives, vous commencez à vous sentir fébrile. Avant l'invasion, le fonds s'élevait à 8,9 000 milliards de roubles, soit environ 97,8 milliards de dollars pour 2025. La Russie prévoit de dépenser 17 000 milliards de roubles, soit environ 177 milliards de dollars américains, pour la défense et la sécurité nationale. Ce montant représente environ 41% de son budget global, a noté le ministère russe des Finances. Ce déficit budgétaire est passé de 124 milliards de roubles, soit 1,3 milliard de dollars en janvier 24, à 1,7 milliard de roubles, soit environ 18,6 milliards de dollars en janvier 25. Donc c'est le montant qu'ils dépensent en plus de ce qu'ils gagnent, ou qui était prévu dans leur budget. Il va y avoir énormément de chiffres en milliards, en billions, en roubles et en dollars dans cette vidéo. Mais on va s'en sortir pour la vérité, on va s'en sortir. Si les dépenses continuent d'augmenter alors que le fonds souverain diminue, la Russie aura du mal à faire face aux défis économiques futurs, qu'ils soient liés à la guerre en Ukraine ou non. Et quand je parle de défis, je veux dire que leurs retraités pourraient ne pas toucher leur pension dans les années à venir et cela les mettra en colère. Vous ne voulez pas mettre en colère les retraités russes.
En janvier 25, la Russie avait un déficit du compte courant de 700 millions de dollars contre un excédent de 2,9 milliards de dollars en janvier 24. L'excédent budgétaire russe, autrefois important grâce aux revenus pétroliers et gaziers, s'est soudainement transformé en déficit, illustrant ainsi la constitution du budget russe. Mon gars, ça doit être impossible. Tu ne sais pas ce qui rentre, ce qui sort, parce qu'il y a tellement de corruption et que les prix du pétrole et du gaz fluctuent tellement. Certains économistes prédisent que les réserves liquides de la Russie pourraient s'épuiser à l'automne 2025, si les tendances actuelles se poursuivent. Les milliards que Poutine dépense pour la guerre en Ukraine, c'est comme une frénésie d'achat. Pendant ce temps, les Russes ordinaires se contentent de faire du lèche-vitrine pour du pain. Et ce n'est pas une blague ici, parce que 21 millions de Russes vivent donc sous le seuil de pauvreté, et pas le seuil de pauvreté des États-Unis ou de l'Union européenne. Le seuil de pauvreté en Russie, le seuil de pauvreté russe est à un tout autre niveau comparé au monde occidental. Au fait, tu veux voir un tour de magie ? Tu seras surpris. Après le début de la guerre de Poutine contre l'Ukraine, la propagande russe s'est vantée de la croissance du produit intérieur brut russe. C'est une astuce économique démontrant la force de la Russie. En réalité, la croissance du produit intérieur brut de plus de 4% en 23 et 24 n'est soutenue par aucune véritable croissance économique. La croissance rapide des dépenses publiques, englobant à la fois les allocations budgétaires directes et les programmes de prêts soutenus par l'État, a été le moteur central des récents développements économiques de la Russie. Entre 22 et 24, le stimulus budgétaire a dépassé 10% du produit intérieur brut, avec un total de prêts préférentiels dans le secteur bancaire dépassant 15 000 milliards de roubles, soit environ 150 milliards de dollars. Cette dépense remarquable a transformé le secteur militaro-industriel en principal moteur de la croissance économique. Cependant, des signes de tension commencent à apparaître. Au troisième trimestre de 24, le taux de croissance du produit intérieur brut avait ralenti à 3,1% contre 4,1% au trimestre précédent. Alors que les industries liées à la production de défense continuent de se développer, leur taux de croissance est nettement inférieur à celui de l'année dernière. D'autres secteurs rencontrent des difficultés. Les industries extractives connaissent une baisse de production en raison de la chute des prix d'exportation des hydrocarbures et des réductions de production de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole plus, tandis que l'agriculture perd également de son élan. Le commerce de détail reste une exception, soutenu par les dépenses des consommateurs. D'où provient l'argent qu'ils dépensent ? Je vais vous parler de ces femmes qui font du shopping excessif, parce qu'elles ont reçu ce paiement unique pour leur viande. D'un mari qui vient d'être démilitarisé en Ukraine, elles ont reçu ce paiement et maintenant elles peuvent faire du shopping. Waouh, oh là là. Pourtant, les enquêtes indiquent une baisse de l'activité économique et une hausse des anticipations d'inflation parmi les entreprises et les ménages. Donc oui, la Russie affirme que son économie est forte. Si par forte, vous entendez qu'elle tient grâce à des pièces de char et que vous espérez que personne ne vérifie les factures. Les contraintes des capacités de production de la Russie sont évidentes. Les usines industrielles fonctionnent à 81% de leur capacité et 73% des entreprises font face à une pénurie de main-d'œuvre. Le chômage a atteint un niveau historiquement bas de 2,3%, laissant environ 1 600 000 postes vacants. Essentiellement, l'économie nationale est incapable de satisfaire la demande générée par les dépenses vigoureuses de l'État et des ménages, ce qui conduit à une plus grande dépendance aux importations. Cette situation accroît le besoin de devises étrangères, ce qui exerce une pression à la baisse sur le rouble et contribue à l'inflation. Comme toujours, regardez ce que fait la Russie, pas ce qu'elle dit. La Russie est désespérément à court d'argent. Regardez simplement qui Poutine a envoyé pour négocier avec les Américains. Poutine a envoyé son homme de l'argent, Kirill Dmitriev, le chef du fonds russe d'investissement direct. Mais Poutine ne l'admettra jamais. En fait, récemment, il a dit aux chefs d'entreprise lors d'une réunion au Kremlin que les entreprises technologiques occidentales opéraient toujours en Russie. Mais agir contre l'intérêt du pays devrait être étranglé, sous-entendant que la Russie va étrangler l'Occident. C'est drôle parce que Poutine dit que la Russie n'a pas besoin d'argent étranger. Il est juste là à vendre de l'or, du gaz et l'argenterie de grand-mère pour s'amuser. Mais sérieusement, tu sais qui étrangle vraiment qui ? Les sanctions occidentales étranglent l'économie russe. Elles sont plus lentes qu'on ne le voudrait, mais mon Dieu, elles le font. Comment le budget de la Russie pour l'année 2025 a été méticuleusement conçu ?
Sur la base d'un prix moyen anticipé de 70 $ par baril pour le pétrole brut Oural, ainsi que d'un taux de change de 96,5 roubles pour $1 américain. Cette estimation prévoit des revenus substantiels provenant du pétrole et du gaz, totalisant environ 11 000 milliards de roubles. Sur ce montant, environ 1,8 000 milliards de roubles sont destinés comme revenus supplémentaires au Fonds national de bien-être. Ce qui signifie qu'ils ont prévu d'ajouter près de 2 000 milliards de roubles supplémentaires au Fonds national de bien-être. En 2025, c'est un beau plan, Ivan. Le fonds lui-même joue un rôle crucial dans le renforcement de la stabilité financière du pays et le financement de divers programmes sociaux. Aussi, les retraites. Tu ne veux pas mettre en colère les retraités russes, je te le dis, mais Poutine est en train de prendre leur argent en ce moment. Cependant, la dynamique actuelle du marché contraste fortement avec ces prévisions budgétaires russes. Les analystes prévoient un déficit de revenus important d'environ 2 000 milliards de roubles, exactement la même somme qu'ils voulaient ajouter en plus au Fonds national de bien-être. Oh non, c'est tellement triste. Ce déficit soulève de sérieuses inquiétudes quant à la capacité de renflouer le Fonds national de bien-être. Je veux dire, soyons honnêtes, il va finir par s'épuiser, ce qui pourrait le rendre vulnérable et le priver des ressources nécessaires pour soutenir les futures initiatives économiques et sociales. Il est important de considérer l'ensemble du contexte. Alors que l'Occident a pris des mesures pour limiter la capacité de la Russie à financer sa guerre en imposant des sanctions, il a aussi, paradoxalement, permis à la Russie d'accumuler des revenus importants. Suite à l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022, les alliés occidentaux ont introduit des sanctions sur les exportations d'énergie russe. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont interdit les importations de pétrole et de gaz russe, y compris le pétrole brut transporté par voie maritime. Mais les importations de gaz n'ont pas été totalement restreintes malgré ces mesures. Au 29 mai, la Russie avait gagné plus de 883 milliards d'euros, soit 973 milliards de dollars, grâce aux exportations de combustibles fossiles depuis le début de l'invasion, selon le Centre de recherche sur l'énergie et l'air propre. Notamment, 228 milliards d'euros provenaient de parts de pays ayant imposé des sanctions, dont 210 milliards provenant uniquement des États membres de l'Union européenne. Les pays de l'Union européenne ont continué d'acheter du gaz russe par gazoduc jusqu'à ce que l'Ukraine interrompe le transit en janvier 2025. Pendant ce temps, le pétrole brut russe continue d'être livré par oléoduc à la Hongrie et à la Slovaquie. Les exportations de gaz vers l'Europe via la Turquie ont considérablement augmenté, avec une hausse de 26,7% du volume au début de l'année 25 par rapport à la même période en 24. La Hongrie et la Slovaquie continuent également de recevoir du gaz russe via la Turquie. La stratégie de l'Union européenne pour paralyser l'économie de Poutine est géniale. Le frapper avec des sanctions, puis financer sa reprise en achetant son gaz. C'est comme essayer d'éteindre un incendie avec de l'essence achetée aux incendiaires. Il est ridicule de penser qu'on ne peut pas combattre le feu avec de l'eau, mais seulement avec le feu. De plus, avec les sanctions occidentales, les revenus de la Russie provenant des combustibles fossiles en 24 n'ont baissé que de 5% par rapport à 23, avec des volumes d'exportation en baisse de seulement 6%, selon la Corée. Dans le même temps, la Russie a enregistré une augmentation de 6% des revenus des exportations de pétrole brut et une hausse de 9% sur un an des revenus du gaz acheminés par pipeline. Les données russes indiquent que les exportations de gaz vers l'Europe ont augmenté jusqu'à 20% en 24, avec des exportations de gaz naturel liquéfié atteignant un niveau record. La moitié des exportations russes vont maintenant vers l'Union européenne d'après Créa. Kaja Kallas, chef de la politique étrangère de l'Union européenne, a admis que le bloc n'a pas imposé les sanctions les plus sévères possibles sur l'énergie russe. Nous avons besoin de plus de sanctions contre la Russie maintenant. Les responsables politiques de l'Union européenne commencent à prendre conscience du problème. En général, la Russie a considérablement augmenté son déficit budgétaire prévu pour 2025, le triplant de 1,17 000 milliards de roubles, soit 14,8 milliards de dollars, à 3,8 000 milliards de roubles, soit 48,3 milliards de dollars. Je rappelle que ce sont les montants du déficit, donc la somme qui leur manque par rapport au budget prévu. 48,3 milliards. Pour nous, ce n'est rien, mais pour les Russes, c'est fatal. Cette forte hausse du déficit, passant de 0,5% à 1,7% du produit intérieur brut, a été provoquée par la chute des prix mondiaux du pétrole et le renforcement du rouble, qui devraient ensemble réduire les revenus pétroliers et gaziers de 2,
6 000 milliards de roubles, soit 33 milliards de dollars. C'est d'ailleurs un paradoxe étrange. Mais plus le rouble est fort, moins la Russie reçoit d'argent provenant des revenus du pétrole et du gaz. Parce que lorsque vous vendez du pétrole et du gaz, il y a des transactions et des conversions de roubles en euros ou de roubles en dollars, et si le rouble est très fort, vous obtenez moins de roubles. C'est tellement étrange. La prévision pétrolière révisée de la Russie fixe maintenant le prix à 56 $ par baril contre 69,70 auparavant. En réalité, certains mélanges de brut russe sont tombés aussi bas que 48,9 $ par baril, le niveau le plus bas depuis 2 ans. Et bien en dessous des 82,6 initialement utilisés dans les calculs budgétaires. Voyez-vous, ils ont fait leur plan pour 2025, en calculant qu'un dollar de leur brut coûte 82, mais maintenant c'est proche de 50 $, voire 49 $ dans certains plans spécifiques. C'est une baisse de 50% par rapport aux prévisions, ce qui est considérable. Selon Vladislav Vlasiuk, le commissaire ukrainien à la politique des sanctions, les sanctions internationales sont un facteur clé des difficultés financières de la Russie. Il a demandé des mesures plus sévères, notamment contre la flotte pétrolière clandestine russe, qui reste partiellement opérationnelle malgré les sanctions en place. Il a aussi demandé des sanctions contre les ports et terminaux russes, et même les capitaines de navires. Pendant ce temps, les prix du pétrole ont encore baissé après que le président américain Donald Trump a annoncé de nouveaux tarifs le 7 avril, suscitant des craintes de récession mondiale. Trump a affirmé que la baisse des prix du pétrole poussait la Russie à envisager des pourparlers de paix. Monsieur Trump, personne ne veut de vos pourparlers de paix. Partez d'ici, allez-vous-en en paix. Malgré la pression croissante, les États-Unis ont récemment bloqué une initiative du G7 visant à abaisser le plafond de 60 $ par baril sur le pétrole russe. Je vais le répéter, c'est insensé. Si Trump veut que Poutine soit à la table, selon ses conditions, il doit faire pression sur Poutine. Mais les États-Unis ont opposé leur veto à la baisse du plafond des prix, donc les États-Unis ont sauvé la Russie d'être obligée de vendre son pétrole brut encore moins cher. Le Trésor américain a bloqué les restrictions de propriété, soutenues par l'Ukraine et la plupart des membres du G7 en refusant de donner son approbation. Merci Orange, génie géopolitique. Rappelez-vous, j'ai commencé la vidéo avec la déclaration d'Elon Musk sur le fait que Poutine est plus riche, Musk et son ancien patron, Orange Mégatron. Faiseur de paix. En 24 heures, Donald Trump a commencé cela. Les histoires de Poutine qui veut la paix, c'est n'importe quoi. Mais à chaque étape, Poutine a démontré qu'il ne veut pas la paix. D'innombrables bombardements de civils ukrainiens. Le budget fédéral de la Russie reflète la volonté de Poutine de poursuivre la guerre, car la machine de guerre est la priorité numéro 1 dans ce budget. Les dépenses militaires de la Russie augmentent à un rythme stupéfiant, éclipsant le budget militaire combiné de toutes les nations européennes. Et cela, malgré leurs efforts soutenus pour augmenter le financement de la défense et moderniser leurs forces. Selon le dernier rapport sur l'équilibre militaire de l'Institut international d'études stratégiques, les dépenses militaires de la Russie l'année dernière auraient atteint la somme impressionnante de 13,1 000 milliards de roubles, soit 145,9 milliards. Ce chiffre représente un impressionnant 6,7% du produit intérieur brut national, ce qui montre une augmentation stupéfiante de plus de 40% par rapport à l'année précédente. La Pologne et l'Estonie, membres de l'OTAN, dépensent le plus dans ce domaine. Selon le produit intérieur brut, la Pologne dépasse déjà les 5% et l'Estonie sera juste en dessous de 5% du produit intérieur brut. En ce qui concerne les dépenses militaires, à la fin de 2025, je dis que chaque membre de l'OTAN doit être à 5% dans la situation géopolitique actuelle du monde. Pas à 2, 5. Poutine dit qu'il veut la paix, mais son budget de la défense montre qu'il fait simplement ses courses au rayon des munitions. En comparaison, les dépenses totales de défense de l'Europe pour 2024 devraient s'élever à environ 457 milliards de dollars. Cela représente une augmentation de plus de 50% en termes nominaux depuis 2014. Néanmoins, ajusté pour l'inflation, ce chiffre dépasse de 11,7% celui de l'année précédente. Cela indique une réponse significative mais encore insuffisante face à l'escalade des menaces. Alors que les budgets militaires augmentent à travers le continent, l'ampleur des dépenses de la Russie jette une ombre considérable, mettant en évidence un déséquilibre croissant des capacités militaires en Europe. Le 21 novembre, la Douma d'État a approuvé le budget fédéral pour 2025 et a établi des plans pour les budgets de 26 et 27.
Les dépenses continueront d'augmenter pendant une année supplémentaire, principalement en raison de la hausse des coûts de la défense nationale et de la sécurité intérieure. Ensemble, ces domaines représenteront plus de 43% du budget, le financement militaire étant également dissimulé dans d'autres sections du budget. La guerre en cours dépendra de plus en plus du financement des entreprises et des citoyens, alors que le Kremlin prévoit d'augmenter les impôts tout en réduisant les dépenses consacrées à la protection sociale et au capital humain. Je parle encore des retraites, des retraités. Le budget de 2025 montre la détermination du Kremlin à poursuivre la guerre, alors que Vladimir Poutine vient pour vous, malgré la hausse des coûts et les difficultés économiques. L'année dernière, le gouvernement russe s'attendait à dépenser principalement pour l'armée en 2024, pensant que les coûts de la guerre diminueraient sur les années suivantes. Mais comme ils se sont fourvoyés. Ils pensaient donc que les défenses de l'Ukraine s'effondreraient et que les opérations militaires s'allégeraient. Cependant, ce scénario optimiste ne s'est pas produit, ce qui a entraîné une pression supplémentaire sur l'économie nationale et les citoyens. Malgré ces défis, Poutine semble croire que l'Occident cessera de soutenir l'Ukraine avant que la Russie ne manque d'argent. Bien que les dépenses militaires aient augmenté, Poutine n'hésite pas à réduire le budget civil. Lors de la présentation du budget pour 2025, le Premier ministre russe Mikhail Mishustin a souligné que le gouvernement remplirait pleinement ses obligations sociales envers les citoyens. Cette affirmation tient si l'on fait abstraction du fait que le gouvernement a discrètement réduit le nombre de personnes éligibles à ces prestations. Globalement, les dépenses qu'on devrait consacrer à la politique sociale devraient diminuer de plus de 15%, passant de 7,7 000 milliards de roubles à 6,5 000 milliards. Étant donné la dépréciation continue du rouble, approchant les 100 roubles pour $1 américain, cela équivaut à une baisse en dollars, passant d'environ 77 milliards de dollars à 65 milliards de dollars. C'est une chute massive pour les dépenses civiles. Et quand des dépenses civiles, je parle encore des pensions, des retraités russes, des russes. Il est temps de vous lever. Généralement, les révoltes et les révolutions commencent par les étudiants, mais pas en Russie. Cette fois, elles doivent débuter par les retraités. Cette réduction significative provient en grande partie de la réforme des retraites de 2018, très impopulaire, qui a relevé l'âge de départ à la retraite. Le fonds de pension russe fonctionne depuis longtemps en déficit, car les cotisations des employeurs ne couvrent pas l'intégralité des paiements de retraite. Le déficit a traditionnellement été comblé par des transferts du budget fédéral. Mais en 2025, cette subvention sera réduite de 25%, soit environ 1,3 000 milliards de roubles par rapport à l'année précédente. Les priorités budgétaires de la Russie sont claires. Pourquoi financer des écoles et des hôpitaux quand on peut acheter plus de chars ? Il ne fait aucun doute que l'économie russe est confrontée à des défis. Poutine alloue plus de fonds à la guerre tout en réduisant les dépenses civiles et en puisant davantage dans le Fonds national de richesse. L'économie de la Russie ne connaît plus de surchauffe. La croissance dont Vladimir Poutine se vante constamment commence à ralentir. Cette situation sera probablement difficile pour certains Russes, en particulier pour les plus de 21 millions qui vivent dans la pauvreté. Mais il est prévu que l'initiative militaire ne soit pas affectée. Cependant, cela ne signifie pas que le régime peut se permettre d'être complaisant. Il existe encore de nombreux pièges potentiels. Dans le même temps, une baisse des importations, des aspirations à un cessez-le-feu et un assouplissement potentiel des sanctions, combinés à un affaiblissement du dollar américain, ont entraîné une appréciation du rouble. Certains experts prédisent que l'économie russe pourrait s'effondrer d'ici la fin de 2025, mais seul le temps dira si ces prédictions sont vraies. Quoi qu'il en soit, nous savons tous que la pression économique sur la Russie ne suffit pas, et que l'aide militaire à l'Ukraine est la clé pour mettre fin à l'expansion géopolitique de Poutine. Merci d'être resté ici aussi longtemps. Jusqu'à ma prochaine vidéo, mes amis Slavo, Krinia et au revoir.